Voilà, donc après un début d'après-midi quelque peu anxiogène, comme certains ont pu le dire, nous allons maintenant essayer ou tenter de vous rassurer. Non, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul face aux difficultés et aux menaces qui pèsent sur vos données numériques. Il y a des solutions d'accompagnement qui existent et nous allons tenter d'en faire un tour, d'avoir un spectre un petit peu large de ce qu'on peut vous proposer. Alors nous avons quatre, pardon, ici autour de cette table ronde. Alors pour démarrer, Monsieur Eric Hazan, qui est spécialiste expert SSI depuis une quinzaine d'années. Il a intégré l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, en 2012, avec des fonctions d'abord de coordinateur pour les secteurs de transport, de l'alimentation et notamment au profit du ministère de l'Agriculture. Mais il a ensuite rejoint le bureau de la coordination territoriale dès sa création ici en Bretagne en décembre 2015, donc ça fait un an. Et il exerce la fonction de référent de l'ANSSI pour notre région. Il va nous parler de la sensibilisation aux impératifs de sécurité pour les acteurs locaux du public et du privé. Eric, c'est à toi. Merci Gérard. Avant de commencer mon propos, que je vais essayer de tenir dans les temps impartis, qui est toujours un exercice très délicat, je tenais d'abord, avant tout, à vous remercier, vous, la chaire Saint-Cyr et le centre de recherche des écoles de Saint-Cyr, ainsi que la municipalité de Vannes, notamment Anne Le Henenf, ici présente. Alors, je vais faire un léger aparté pour commencer en disant que je pense que c'est la première fois que j'interviens dans le cadre de la chaire, parce que je suis moi-même membre de la chaire Saint-Cyr de cyberdéfense et de cybersécurité. Mais c'est la première fois que j'interviens en tant que personne de l'ANSSI. Voilà. Ceci étant dit, je vais découper mon intervention en deux parties. La première sera un petit peu créative, entre guillemets, c'est-à-dire que je vais partager avec vous un certain nombre d'observations que j'ai pu me forger au fil de cette matinée et puis de cet après-midi. Et la seconde partie, proprement dit, de l'intervention, effectivement, sera consacrée à la présentation très rapide de l'ANSSI et de nos principales missions. Alors, ce qui concerne les remarques liées à cette intéressante journée depuis ce matin, c'est que je n'ai pas envie de faire rajouter d'éléments anxiogènes. Je vais simplement être assez descriptif et factuel parce que nous sommes dans une situation qu'il faut bien dire est assez troublée, tant sur le plan international que probablement européen. En ces temps troublés, justement, je partage entièrement l'avis de Jean Olivreau qui introduisait les travaux ce matin en disant qu'il fallait voir avant tout de l'aubaine, en tout cas des effets positifs, dans cette transition numérique. C'est quelque chose que je partage entièrement, à ceci près qu'effectivement, et c'est sûrement une déformation de nos métiers, c'est qu'on associe à cette aubaine, donc facteur de progrès, de création d'emplois notamment, d'innovation, on associe de nombreux risques. Et notamment, je relève la dernière question qui a été posée à la troisième table ronde, qui concernait l'Internet des objets, où l'Internet des objets, effectivement, c'est une de nos grandes inquiétudes. On en a d'autres, voilà, mais je vous rassure, on dort très bien la nuit malgré tout. En ce qui concerne les principes de la SSI, je m'aperçois que beaucoup de choses ont été dites, donc c'est toujours très compliqué de reprendre le fil après ces interventions plutôt brillantes. Ce que je peux observer, c'est l'insuffisance notamment de l'aspect juridique qui n'a pas été suffisamment porté, me semble-t-il, au cours de l'intervention. Parce que, à mon sens, la sécurité des systèmes d'information ou la cybersécurité repose sur 4 piliers, un peu comme une table ou une chaise, si vous préférez. Les aspects techniques, qui ont été évoqués juste avant, qui ne sont pas les seuls. Les aspects organisationnels, qui sont là essentiels. J'en veux pour exemple simplement de bâtir des infrastructures extrêmement sécurisées dans une entreprise, et puis le jour où le sinistre survient, il n'y a pas d'organisation capable d'y répondre, et c'est la catastrophe. Donc, technique, organisationnel, évidemment juridique. Je pense que l'accent est à mettre particulièrement sur ces aspects, et notamment en direction des municipalités, intercommunalités, qui sont sensibles et pour lesquelles déjà pèsent beaucoup de réglementations et de lois. Et enfin, le dernier aspect, toujours essentiel, c'est l'aspect humain. Je ne vais pas dire qu'on oublie, mais qu'on minore très souvent, alors que c'est un facteur différenciateur en cas de cyberattaque. Je voudrais également partager une remarque en ce qui concerne l'évolution des systèmes d'information, donc de l'insécurité qui nous environne actuellement, qui s'est simplement construite sur des effets techniques avant tout, et j'en partageais ce matin avec Hervé Troilic cette pensée, notamment où
il y a une quinzaine d'années, les systèmes d'information existant déjà, on faisait déjà de la SSI, donc nous sommes quelques vétérans dans la salle, faisions déjà de la SSI. Moi, j'ai vraiment le sentiment que 15 ans ou 20 ans plus tard, en réalité, la parole que nous pouvons porter, les professionnels, n'a pas tant que ça évolué. Malheureusement, ça veut dire que le contexte en lui-même n'a pas évolué. Je pense même que les choses ont empiré. Ça, c'est pour l'aspect rassurant, entre guillemets, hein. C'est très sarcastique de ma part. En fait, ce qui se passe, c'est que les systèmes d'information, qui étaient déjà relativement complexes il y a 15 ans, n'ont fait que se complexifier ces dernières années, avec notamment l'adoption de nouvelles technologies, parce que dans les entreprises, généralement, nous avons toujours la personne ultra connectée, ce qu'on appelle les early adopters, qui va vouloir introduire une nouvelle technologie, sauf avec le phénomène en cascade qui est derrière, c'est que les systèmes d'information sur lesquels on introduit de nouvelles technologies ne sont pas déjà eux-mêmes sécurisés. Donc, à quelque chose de vulnérable, on ajoute de nouvelles vulnérabilités. On a également évoqué ce matin un aspect très important d'open data. Et quand on parle d'open data, en fait, ce qu'il faut voir derrière, c'est un terme qui a été utilisé, c'est ces nouveaux gisements de données qui sont en train d'apparaître. Parmi ces gisements de données assez colossaux, parce qu'on va parler notamment d'infobésité, c'est-à-dire de la croissance extrême des données qui sont produites, on a notamment, c'est un exemple qui me plaît beaucoup, le phénomène lié aux véhicules semi-autonomes ou autonomes, qui vont apparaître très prochainement sur nos routes, hein, c'est quasiment le cas maintenant, puisqu'on a des véhicules tout récents qui embarquent un certain nombre de dispositifs de conduite, enfin, qui permettent de l'assistance à la conduite. À mon avis, avant la fin de la décennie, on aura vraiment ces véhicules semi-autonomes. Et j'étais intrigué il y a quelques jours de lire un article sur un quotidien où justement on voyait un rapprochement notamment au côté américain de constructeurs automobiles avec Intel, donc qui construit des processeurs, et puis IBM. En fait, on se pose la question de se dire que va-t-il sortir de tout ça? En réalité, ce qui est très simple, c'est que Intel disait notamment que ces véhicules semi-autonomes vont générer d'ici 2 ans, 3 ans, par année et par véhicule, environ 4 terabits de données. Donc vous imaginez ça sur des centaines de milliers, voire des millions de véhicules, c'est un nouveau gisement de production de données. Sachant qu'évidemment, les constructeurs ont été assez sensibles au sujet du fait de preuves de concept, au travers de travaux réalisés par des chercheurs en cybersécurité qui ont pu démontrer que la prise de contrôle à distance d'un véhicule ou le fait d'activer simplement le freinage du véhicule lorsqu'on roule à 120 ou 130 km/h ou le fait de mettre le volume à fond lorsqu'on conduit pouvait générer un ensemble d'accidents. Donc les constructeurs eux-mêmes sont très sensibles maintenant à la question. Également lié à cette partie des constructeurs, je vais parler un petit peu des industriels, tout simplement. Il y en a certains dans la salle que je salue, que je vois là-haut. Avec cette difficulté que nous avons pu avoir également, que nous avons toujours d'ailleurs avec certains constructeurs, qui est de développer des automates, notamment, parce que la partie transport, je la connais plutôt bien, des systèmes que nous avons pu auditer. Alors, ce qui était très intéressant, c'était l'intervention de M. Troilix, justement, sur des cas relativement simples d'audit. Moi, j'ai pu assister à des audits par nos équipes de l'ANSSI sur des systèmes assez, en apparence plus complexes, notamment parce que ça mélange la partie industrielle avec la partie des systèmes d'information. Et puis, en réalité, on s'aperçoit qu'un des automates, qui est là pour piloter et aider au transport d'un mobile quel qu'il soit, embarque alors un mot de passe. Déjà, ok, on se dit un mot de passe simple, en clair, sauf que la difficulté, c'est qu'on ne peut même pas changer ce mot de passe et que le mot de passe est inscrit en dur, logiciellement, dans l'automate. Donc, ce qui indique là également le travail que doivent faire les industriels. Quand on parle de security by design, c'est un travail collectif avant tout, c'est-à-dire les industriels, l'État, bien sûr. Je pense que l'ANSSI et le ministère de la Défense, le pôle d'excellence cyber en Bretagne, etc., ont toute leur place et prennent toute leur place sur ces aspects pour mobiliser, sensibiliser, fédérer. Et puis également, au-delà des acteurs principaux, c'est l'ensemble de la population en tant que citoyen qui doit s'intéresser et être vigilante sur l'ensemble de ces aspects. Petite remarque également sur les ransomware, sur les rançongiciels qui ont été évoqués. Pour l'instant, il est difficile de les combattre, sauf à mettre quelques mesures en place, notamment respecter ce que l'on appelle les fondamentaux. Ce vers quoi je vous indiquerai, c'est-à-dire c'est de regarder les guides, notamment les guides de l'ANSSI, mais pas que. Je pense également à un excellent guide extrêmement détaillé qui s'appelle les 10 préconisations, qui a été fait par la DCPJ, par la Direction centrale de la police judiciaire. Donc je vous renvoie également à ce document. Les sauvegardes, on en a parlé un petit peu. Je pense que c'est toujours d'actualité. Continuer à faire des sauvegardes, pas des sauvegardes annuelles, mais si possible des sauvegardes hebdomadaires. Ça, c'est d'une importance capitale. Évidemment, en ne connectant pas les systèmes de sauvegarde aux machines qui sont exposées.
On a eu le cas très récemment. J'ai le cas d'une entreprise bretonne qui a été victime d'un rançongiciel. Ça leur a coûté relativement cher d'ailleurs, avec le système de sauvegarde qui était connecté au serveur qui a été attaqué. Donc en fait, tout est chiffré et il y a une grande difficulté pour pouvoir repartir ensuite. Un petit mot sur la Bretagne en tant que telle. Je note, parce que je me balade entre guillemets beaucoup à travers la région Bretagne, de Rennes à La Pointe, en passant par le Morbihan, évidemment, que les Côtes d'Armor. C'est une terre d'innovation. Je pense que ça le mérite. On doit le souligner. C'est pas suffisamment perçu à l'extérieur. Quand je dis à l'extérieur, c'est à l'extérieur des murs de la Bretagne. Une terre d'innovation avec une véritable volonté politique, notamment en matière de cybersécurité, qui me semble également à saluer. Une envie, en tout cas, de fédérer les compétences. Ça, je le sens bien également. J'observe des initiatives comme ça, localement, qui commencent à émerger et qu'il va falloir probablement encourager. On verra de quelle manière. Je note également un paradoxe, mais je pense que malheureusement, ce n'est pas lié à la Bretagne simplement. C'est le paradoxe que beaucoup de sociétés innovantes, notamment des startups, et parfois malheureusement des startups qui proposent des solutions ou des produits en matière de cybersécurité, ne se conçoivent pas en tant que victimes potentielles également. C'est-à-dire qu'elles vont concevoir des produits qui vont répondre à des besoins, qui sont très innovants, très bons, sauf que ces produits ne tiennent pas compte de la chaîne dans laquelle ils s'inscrivent. Donc je pense qu'il y a une réflexion également à mener avec ces entreprises innovantes. Petite conclusion à cette première partie, c'est le fait de stimuler localement, notamment les prestataires informatiques, qui sont nombreux, assez disparates, et qui, à mon sens et au sens de l'ANSSI, ont un rôle éminent à jouer sur le plan régional, puisque globalement, 80% de l'informatique de nos entreprises sur le territoire régional sont confiés à des prestataires extérieurs. Également saluer la ville de Vannes au travers du budget, tel que le disait Madame Le Henanf, ou 3% du budget de la DSI consacré à la cybersécurité. Il n'y a pas beaucoup d'exemples pour le moment, sachant que, on peut toujours faire un effort, on considère à l'ANSSI que le budget consacré à la cybersécurité, budget DSI, devrait être compris entre 5 et 10%. Voilà, donc c'est une bonne mesure, on peut être encore un petit peu plus ambitieux. Et un dernier point, en ce qui concerne le comportement, le bon sens et la vigilance, avec une vertu à laquelle je crois particulièrement, qui est la sensibilisation et l'éducation. Il me paraît sain de communiquer envers l'ensemble de la population, parce que tout le monde, enfin, salarié, quel que soit le statut d'ailleurs, hein, salarié, retraité, les plus petits comme les plus grands, parce que tout le monde doit prendre conscience et a la capacité de prendre conscience que l'avenir qui se joue actuellement, notamment au travers de cette informatique, notamment au travers de ces objets connectés, notamment au travers des évolutions technologiques telles qu'on les voit apparaître. On parle de 4e révolution industrielle. Ces évolutions qui sont très rapides ont une influence très grande sur nos emplois actuels et évidemment sur les emplois de demain. Donc je pense que c'est probablement un élément qui doit fédérer l'ensemble de la population et qui doit porter l'attention de l'ensemble de nos concitoyens. Ceci étant dit, après ce petit exercice de créativité en live, si je peux utiliser une expression britannique, je vais vous présenter très succinctement l'ANSSI en région, si ça fonctionne. Dupliquer l'écran. Je crois que c'est ça. Effectivement, vous voyez, on est capable de pirater des systèmes complexes et on n'est pas capable de basculer sur des choses relativement simples. Et voilà toute la complexité justement de systèmes qui ne sont pas forcément ce qu'on appelle user-friendly, c'est-à-dire très conviviaux. Très rapidement, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, c'est une administration centrale, je veux dire pourquoi j'utilise ce terme, qui a été créé en 2009, qui est un service du Premier ministre. C'est un service à compétence nationale. L'intérêt d'être un service à compétence nationale, qui est une subtilité administrative, c'est d'avoir des capacités d'intervention opérationnelle sur l'ensemble du territoire et de posséder une certaine autonomie. C'est-à-dire qu'une administration centrale comme l'ANSSI a eu la possibilité de pouvoir créer
non pas des référents, parce qu'on n'a pas été créé ex nihilo, mais en tout cas de pouvoir déployer des référents en région de manière assez simple, sans devoir passer par des notes administratives qui auraient duré 10 ans. Nous sommes rattachés au secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, qui exerce une mission notamment de coordination interministérielle en matière de défense et de sécurité nationale. Et c'est ce rattachement qui nous fait être un service du Premier ministre. Nos deux principaux domaines de compétences et d'intervention, c'est avant tout en amont un domaine préventif. C'est généralement quand j'interviens, je dis c'est le rôle que nous préférons, c'est-à-dire venir sensibiliser, venir informer, venir éduquer parfois pour mettre en place les bonnes pratiques, pour mettre en place les fondamentaux. Ça, c'est le rôle qu'on aime beaucoup. Par contre, le rôle beaucoup plus désagréable qui nous oblige parfois à être exercé, c'est celui d'autorité de défense, c'est-à-dire quand nous sommes en réaction, quand nous sommes appelés sur un sinistre, nous sommes obligés de monter ce qu'on appelle une opération de cyberdéfense. Ça, c'est quelque chose qui peut mobiliser parfois un certain nombre de personnes à l'ANSSI de manière très importante. Il faut savoir que nous sommes actuellement 500 personnes et qu'en pleine capacité de mobilisation sur des opérations de cyberdéfense majeures, on peut mobiliser jusqu'à 75 personnes environ, c'est-à-dire 3 opérations de cyberdéfense. Sachant, c'est des chiffres officiels, que nous avons eu une vingtaine de grosses opérations de cyberdéfense en France l'année dernière. Donc ça veut dire que ça mobilise énormément de personnes de l'agence. À retenir également, si nous sommes l'autorité nationale en matière de cybersécurité et de cyberdéfense, nous ne sommes pas un service de renseignement, mais nous travaillons bien évidemment avec les différents services de renseignement, et nous ne menons pas d'actions offensives. Nous nous contentons que de protéger et de défendre les systèmes d'information, notamment de l'État, de l'administration, des ministères et de ce que l'on appelle les opérateurs d'importance vitale. Un petit graphique pour souligner en tout cas l'évolution que les cyberattaques ont pu connaître ces dernières années. C'est issu de ce qu'on appelle le livre blanc de la défense et de la sécurité nationale, l'actuel, qui a été élaboré en 2013, qui met au deuxième rang de l'échelle des risques, de la hiérarchisation des risques et des menaces sur le territoire national, les cyberattaques. Il faut savoir que sur le précédent livre blanc de la défense et de la sécurité nationale, qui datait de 2008, les cyberattaques étaient au niveau le plus bas. C'est-à-dire que c'était considéré comme une menace pandémique ou autre, mais de manière assez indifférente. Ça veut dire qu'en 4 ans ou en 5 ans, il y a eu une croissance, évidemment, de ces attaques, mais surtout des impacts de niveau considérés comme de niveau stratégique. Ce pourquoi l'État, d'ailleurs, se préoccupe depuis de nombreuses années à créer l'ANSSI, évidemment, mais met des moyens, un budget, et comme vous le savez, dans une période budgétaire assez compliquée actuellement, ce n'est pas anodin de renforcer le dispositif national au travers de l'ANSSI. Le panorama des menaces et des risques, je vais le passer très rapidement parce qu'il me semble que la table ronde précédente a été plus que révélatrice sur le sujet, peut être indiquer ou renforcer ce qui a déjà été dit en termes de tendance. Attention, ce ne sont pas que des bonnes nouvelles. J'aimerais vous annoncer beaucoup de bonnes nouvelles, mais ce n'est pas forcément le cas. Avant tout, ce que l'on observe, et ça c'est des chiffres de l'ANSSI, ce n'est pas des chiffres venant de rapports divers et variés, notamment de personnes qui exercent dans la cybersécurité, en tout cas d'entreprises, c'est que le nombre global d'attaques, de cyberattaques, augmente très fortement, et ce n'est pas près de s'arrêter. Globalement, les motivations des attaquants demeurent à peu près les mêmes. Elles sont avant tout financières. On a parlé de cybercriminalité tout à l'heure. Il faut savoir effectivement que la cybercriminalité génère des profits colossaux, probablement supérieurs mondialement à ce que génère le trafic de stupéfiants ou les trafics d'armes, par exemple. Que si les cibles sont changeantes et les technologies et les usages le sont également. Alors, les mobiles, les tablettes, je pense que c'est bien inscrit dans la vie quotidienne de tout le monde depuis plusieurs années. Le cloud, effectivement, a été une technologie, le cloud et la virtualisation, une technologie qui a émergé ces dernières années. C'est une technologie que l'on doit accompagner. Nous ne sommes pas contre, évidemment, mais elle doit se faire à certaines conditions, notamment des conditions d'accompagnement technique, de renforcement technique et évidemment juridique. J'ai parlé de l'Internet des objets avec cette conséquence d'augmenter la surface d'exposition aux attaques, mais de manière colossale. Donc en conclusion, pour cette partie-là en tout cas, il faut se préparer à des cyberattaques toujours plus nombreuses, avec des impacts encore plus croissants, potentiellement des impacts croissants sur la société. Les réponses, je vais les passer très rapidement. C'est notamment ce dispositif en région pour lequel je suis présent aujourd'hui. Retenez simplement que chaque région issue de la réforme appliquée au 1er janvier 2016 dispose ou disposera d'un référent
d'ici le premier semestre 2017. Évidemment, je vous encourage à aller sur notre site internet qui comporte une littérature prolixe et tout à fait adaptée, notamment au travers de nos guides et de nos notes techniques. Alors c'est très, très variable, c'est-à-dire que nous avons des guides de bonnes pratiques qui vont s'adresser au grand public, qui sont très simples à aborder. On n'utilise pas forcément des choses très techniques. Et puis, à contrario, nous avons également des notes techniques pour, je ne sais pas, sécuriser les sites internet, ça a été évoqué ce matin, ou plutôt cet après-midi, sécuriser ce qu'on appelle son annuaire Active Directory, voilà, des choses un peu plus robustes. Très rapidement, il va me rester 1 minute ou 2 pour conclure. Je vous ai mis quelques nouveaux objets, notamment domotiques ou domestiques, des objets connectés. On reconnaît là-haut une caméra, d'ailleurs des caméras qui servent à des attaques très élaborées qui ont eu lieu ces dernières semaines, et ça va continuer. En bas, vous avez en bas à gauche une ampoule connectée. Voilà, une ampoule connectée, ça embarque de l'électronique et de l'informatique. Donc c'est un objet capable de concourir à des cyberattaques. Voilà. Et puis, ce qui est à droite, que vous n'identifiez probablement pas, c'est un grille-pain connecté. Voilà, pour vous dire que le quotidien dans lequel nous sommes baignés est environné de plus en plus d'objets connectés, et donc avec une surface d'exposition aux attaques, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes,